Le sort en est jeté. Je me suis engagé sur une route dont je ne peux me détourner. C'est un pari risqué qui pourrait entraîner mon anéantissement total ou le plus fantastique des triomphes. Mais les dieux sont avec moi. Je suis sûr qu'au terme de mon voyage, je m'accaparerai le trône de Terra. Pour le bien de l'espèce humaine, je déposerai l'empereur et je prendrai sa place comme le seul authentique seigneur de toute la galaxie. Ces mots sont ceux d'Horus, le fils préféré de l'empereur, et pourtant, il venait de le trahir. Mais avant cela, retournons quelque temps en arrière. Aux alentours de l'an 30 000 de notre ère, l'humanité à travers l'Imperium est en pleine reconquête de ses territoires perdus. Le point d'orgue de cette croisade a lieu sur la planète Ulanor, alors sous les mains des orques et notamment du seigneur Urlark-Urd. Pour mener à bien cette offensive, l'empereur rassemble pas moins de 100 000 unités de Space Marines, ses super soldats génétiquement améliorés, ainsi que 8 millions de soldats de l'armée impériale. Leurs adversaires, quant à eux, disposaient du plus grand nombre de peaux vertes que l'humanité n'eut jamais à affronter jusqu'alors. Et même si aucune donnée chiffrée précise n'a pu être relevée, il est commun de dire que les orques étaient 5 fois plus nombreux que leurs opposants. L'honneur d'orchestrer l'assaut fut donné à Horus, le primarque, mais également le fils préféré de l'empereur. Celui-ci met donc au point un plan d'action qui fait désormais sa renommée partout dans la galaxie. Celle du fer de lance, qui consiste simplement à aller couper la tête d'un adversaire afin de laisser le reste se dissoudre de lui-même. Pour mener à bien son offensive, Horus convoque 2 de ses frères ainsi que leur légion, les White Scars de Jagata et Khan et les célèbres Ultramarines de Roboute et Guilliman, afin de les faire attaquer les planètes en bordure de l'espace contrôlé par les peaux vertes, dans l'objectif de créer une brèche pour le reste de l'armée. Une première étape qui se déroule comme convenu et qui permet bien à Horus et à ses Luna Wolves, appuyés par des titans de la Legio Mortis, de foncer tout droit sur la capitale orque. Une fois à la surface, Horus et ses troupes les plus implacables, les Terminators de l'escouade Justérine, se dirigent tout droit dans le donjon principal afin de confronter le seigneur local qui était lui-même protégé par sa propre garde rapprochée. Un terrible combat au corps à corps s'est alors engagé et malgré la brutalité de leurs adversaires, l'humanité fut une fois encore victorieuse. Son adversaire désormais défait, Horus le porta au-dessus de lui, tout en haut de la tour, afin de prouver au reste des peaux vertes que leur seigneur était tombé. De retour dans la chambre du trône, Horus put constater qu'un seul de ses Terminators avait pu survivre, en la personne du capitaine Ézéchiel Abaddon. Sans seigneur pour les conduire à la bataille, les orques ne mettent pas longtemps avant de se retourner les uns contre les autres. Cette victoire de l'humanité lors de la Grande Croisade reste encore aujourd'hui l'un de ses succès les plus éclatants. Pour célébrer cette grande victoire, l'empereur décide d'organiser un immense triomphe à la gloire de ses fils, et notamment d'Horus, qui au terme d'un impressionnant défilé qui avait permis à pas moins de 14 des 18 légions de Space Marines de se présenter devant leur seigneur suprême. Horus est alors nommé comme maître de guerre de l'humanité. Un titre qui attise forcément les convoitises et la jalousie de la part de certains de ses frères primarques. Mais pire encore, l'empereur les informe de sa décision de retourner sur Terra afin de mener à bien un projet qui nécessite sa pleine et entière concentration. Ce qui justifie qu'il nomme son fils favori à ce poste si prestigieux afin qu'il puisse poursuivre la grande croisade de l'humanité. Quoi qu'il en soit, et malgré le trouble provoqué par cette annonce, la grande croisade doit se poursuivre. Les différentes légions se séparent donc de nouveau et sont envoyées dans les 4 coins de la galaxie afin de retrouver leurs frères égarés. Horus, de son côté, à bord de la 63e flotte expéditionnaire, finit par tomber par hasard sur le monde qui sera renommé 6319. Conformément au protocole en cas de rencontre avec une civilisation humaine, une délégation est envoyée sur place afin d'établir un contact. Ils font ainsi la découverte d'un homme qui se présente lui-même comme étant l'empereur de l'humanité. Le capitaine envoyé par Horus
tente malgré tout d'ouvrir des négociations. Mais lorsque celui-ci émet la possibilité qu'il puisse y avoir un autre empereur, le seigneur de 63-19 ordonne à ses troupes d'élite d'éradiquer leurs envahisseurs. Avec l'assassinat du capitaine Astur Sejanus, Horus perd l'un de ses plus fidèles lieutenants. Il tentera malgré tout d'établir un nouveau contact pacifique en envoyant son écuyer Malogurst, mais sa navette sera directement prise pour cible par les insurgés. Par ses actes odieux, l'empereur autoproclamé s'est lui-même condamné ainsi que tout son peuple à subir le joug de l'Imperium. Une fois la flotte ennemie taillée en pièces, les Luna Wolves peuvent engager leurs adversaires à la surface. La première, la deuxième, la cinquième et la 10e compagnie sont tirés au sort pour mener l'assaut, tandis qu'ils seraient appuyés par une demi-douzaine de titans. Le capitaine Loken de la 10e compagnie est le premier à atteindre la salle du trône, accompagné de l'escouade de Calus et Cadon, et à eux deux, ils peuvent faire face au faux empereur qui les informe qu'il est prêt à se rendre, mais seulement à leur commandant général. Et Cadon en informe donc ses supérieurs, mais Loken, de son côté, se rend compte du piège qui leur est tendu. Son acolyte pourfend alors l'empereur qui ne se révèle être qu'un imitateur, tandis que le vrai empereur de 63-19 était caché, prêt à les prendre en traître. Mais grâce à l'apparition d'Horus au milieu de la salle, les deux Astartés en ressortent sains et saufs. Après la mort de leur seigneur, il ne faut pas longtemps pour que toute la résistance s'affaiblisse. Le monde est alors placé sous le joug du gouverneur impérial Rakris, tandis que l'adaptation des structures aux conformités de l'Imperium revient au célèbre architecte Peter Egon Momus. Après cette victoire, le capitaine Loken se voit proposer de rejoindre le Mournival d'Horus, c'est-à-dire un conseil de 4 capitaines chargés d'être le cercle rapproché du maître de guerre, ses plus fidèles amis et ses plus proches confidents. Ceux-ci doivent toujours lui dire ce qu'ils pensent, afin que leur seigneur puisse être à même de prendre les meilleures décisions, aussi dures soient-elles. Avec la mort tragique de Sejanus, le Mournival perd l'un de ses membres les plus importants. Les 3 survivants, Ézéchiel Abaddon, Tarik Torgadon et Horus Aximande, s'accordent donc sur le nom de Garviel Loken pour prendre sa place auprès d'eux. En acceptant cette offre, Loken doit donc choisir un nouveau capitaine pour sa propre compagnie. Son choix se porte alors sur son camarade Nero Vipus, au détriment de l'expérimenté Xavier Jubal, ce qui ne manquera pas d'agacer ce dernier, mais ils n'ont pas le temps d'y penser que le devoir les appelle ailleurs. En effet, dans les montagnes, une cellule de résistance parvient encore et toujours à repousser les assauts impériaux. La 10e compagnie est alors envoyée sur place pour éradiquer le problème. Ce que les troupes de Loken parviennent à faire en 68 minutes, éliminant 972 rebelles au passage. Pour autant, et malgré ce succès étonnamment facile, quelque chose perturbe l'esprit des Astartés. Une communication qui ne cesse de répéter le nom de Samus. Au sein de l'armée, des rumeurs avaient commencé à émerger, certaines disant même que ce mystérieux Samus pourrait être un démon qui entrait ces montagnes. Mais tout cela n'était qu'une superstition absurde pour les unités endoctrinées des légions Astartés, qui reçoivent l'ordre de détruire tout ce qui pourrait s'apparenter à des objets de culte pour les rebelles. Mais malgré leur certitude, le capitaine Loken ne peut qu'être surpris lorsqu'il reçoit une étrange communication de son subordonné Jubal, qui l'informe que Samus est là. À peine la communication reçue, Loken se précipite à la rencontre de son frère d'armes. Une fois face à lui, celui-ci ne semble plus être dans son état normal. Alors que le capitaine s'approchait de lui, Jubal saisit son arme et commence à ouvrir le feu sur ses propres camarades. Ce dernier parvient même à éliminer 7 de ses anciens compagnons avant d'être éliminé par Loken. Ne comprenant pas ce qu'il venait de se passer, le capitaine convoque immédiatement littérateur Kyril Sinderman à ses côtés, l'homme ayant toujours été une source d'une immense sagesse pour lui. Malheureusement, à son arrivée, le corps de Jubal se relève soudainement, celui-ci avait alors complètement muté et ne semblait désormais plus être qu'une terrifiante bête monstrueuse assoiffée de sang. Il faudra une fois encore que Loken, assisté par Vipus, fasse usage de près de 90 cartouches et de leurs lance-flammes pour annihiler définitivement les restes de leur ancien compagnon. Cet événement troublant est un moment de bascule de la Grande Croisade. Pour la première fois, des Astartés sont confrontés à quelque chose que la science ne parvient pas à expliquer.
tout ce qu'on leur avait appris sur les démons ou les superstitions se voit bousculé. Toutes leurs certitudes volent en éclats. Du moins, seulement pour les soldats présents ce jour-là, car toute trace de cet événement fut effacée des archives impériales. En fouillant les restes de Jubal, Luken a la surprise de découvrir un médaillon qu'il assimile directement comme étant un médaillon de loge guerrière. Les loges guerrières étaient l'équivalent de sociétés secrètes présentes dans la plupart des légions de Space Marines, bien qu'officiellement l'empereur les désapprouvait, étant donné le lien que l'on pouvait faire entre elles et quelque chose se rapprochant d'une sorte de culte qui serait donc contraire à la vérité impériale. Quoi qu'il en soit, ces loges rencontrent un franc succès qui permet à tous les Astartes s'y trouvant d'exprimer leurs opinions, faisant fi de toute forme de hiérarchie. Après avoir trouvé ce fameux médaillon, Luken accepte malgré lui d'assister à l'une de ces réunions. Ce qu'il y voit apaise quelque peu ses craintes, sans pour autant disperser l'ensemble de ses doutes. Les loges restaient secrètes, ce qui était un anathème pour une organisation militaire telle que l'Imperium. Dans le même temps, c'est Horus lui-même qui vient disperser les questionnements de Luken quant au sort de Jubal, l'informant que celui-ci avait été pris pour cible par une entité du Warp, un démon du chaos. C'est notamment pour cette raison que l'empereur était rentré sur Terra, dans l'objectif de maintenir les effets du Warp à distance pour préserver les acquis de la Grande Croisade. Par là même, l'empereur annonce que son retour sur Terra sera directement suivi par le retour des Imperial Fists de Rogal Dorn, qui se chargeront de fortifier le cœur de l'Imperium. Après avoir pacifié 63-19, les Luna Wolves reçoivent un appel à l'aide de leurs camarades Blood Angels, qui rencontrent une résistance particulièrement forte sur un monde qu'ils ont surnommé Meurtre. Une force de frappe des empereurs Children, menée par le seigneur commandant Eidolon, est la première à se rendre sur place. Un acte précipité qui conduira sa troupe à se faire massacrer par les Xénos locaux, avant d'être secouru de justesse par l'arrivée de la 63e flotte et du débarquement conduit par le capitaine Torgadon. Cette étape passée, les Luna Wolves reçoivent l'appui des autres compagnies de Blood Angels. Horus et son frère Sanguinius mènent ainsi leurs troupes en combat vers une nouvelle victoire. Cependant, le succès est de courte durée, puisqu'à peine la bataille terminée, les flottes expéditionnaires sont surprises par l'émergence de nouveaux croiseurs Xénos, qui s'avèrent être en partie habités par une civilisation humaine se revendiquant comme étant membre de l'Interex. Une fois le premier contact établi, Horus est informé par ces étranges visiteurs que Meurtre était l'une de leurs colonies sur laquelle ils avaient incarcéré des Xénos extrêmement dangereux, et qu'ils avaient préféré les laisser en paix afin d'éviter d'autres soucis. Le maître de guerre, soucieux de nouer une relation pacifique avec ces étrangers, décide à la grande surprise de ces hommes de présenter ses excuses. Un voyage est alors organisé pour les conduire sur le monde capital de l'Interex afin de conduire d'intenses négociations. Pourtant, la vérité impériale impose à Horus de conquérir ce nouveau monde, sans compter que l'alliance de ces humains avec des Xénos est déjà un argument suffisant pour conduire les troupes au combat, ce que pourtant le maître de guerre se refuse à faire, par peur que la galaxie ne s'enfonce définitivement dans la violence. Il révèle alors ses propres faiblesses, ce poids que son père, l'empereur, lui a placé sur ses épaules avec ce nouveau titre qu'il lui a confié. Mais quoi qu'il en soit, les pourparlers se poursuivent, et alors qu'une alliance semble se concrétiser, une alarme se met à retentir dans toute la ville. Dans la panique, les Astartes et leurs visiteurs en viennent aux mains. Toute la cité est rapidement plongée dans un immense bain de sang, sans que quiconque ne soit en mesure de savoir pourquoi. Il sera révélé plus tard que le musée de l'Interex avait été visité sans accord par un étranger qui aurait, d'après leur dire, subtilisé un anathame, c'est-à-dire une lame Xénos, à la particularité tout à fait singulière, bien que mystérieuse. Un crime qui n'a été commis par aucun des Luna Wolves, ce qui ne fait qu'amplifier l'incompréhension des Astartes. Mais pourtant, dans les jours qui suivent, c'est bien l'un d'entre eux, le premier aumônier Erebus de la Légion des Worldbearers, alors à bord de la 63e flotte, qui examinera cette lame après l'avoir dérobée aux troupes de l'Interex. Mais pourquoi? La question reste entière. Dans le même temps, les itérateurs ayant survécu à l'épreuve de 63-19, qui se trouvent encore à bord des croiseurs de la 63e flotte,
sont particulièrement troublés par ce qu'ils ont pu observer. L'une d'entre elles, Euphrati Killer, commence même à développer un culte envers l'empereur qu'elle prie comme s'il était lui-même une divinité. Après cette épreuve tragique traversée sur Xenobia, Horus entreprend la refonte complète de sa légion et pour commencer, celle-ci prendrait désormais le nom des Sons of Horus, laissant de côté la teinte claire de leur armure d'origine pour arborer une teinte verte ainsi qu'un nouveau symbole, l'œil d'Horus. Et sous ce nouveau nom, ceux-ci s'apprêtent à repartir en mission en prenant notamment la direction d'un monde sur lequel ils avaient pourtant déjà combattu, Davin. En effet, des récents appels leur font comprendre que le gouverneur local aurait pu se retourner contre l'Imperium. Cet acte ne peut donc pas rester impuni. Certains observateurs témoignent du fait que le maître de guerre aurait été sensiblement influencé par l'aumônier Erebus, qui aurait mis un point d'orgue à faire en sorte que le primarque entre dans un état de colère si intense que celui-ci ne prendrait aucune mesure de sûreté au moment de se lancer dans la bataille. Le fer de lance se met alors en place avec les premières, 2e, 5e, 13e et 19e compagnies qui, accompagnés par une escorte de janissaires byzantins et de 3 titans de la Legio Mortis, à eux tous ils prennent la direction d'un navire leur émettant une communication très étrange qui n'est pas sans rappeler à Loken les événements troublants auxquels il avait pu assister sur 63-19. S'approchant de leur cible, la plupart des troupes se retrouvent immobilisées dans les marais environnants, et les titans eux-mêmes sont rendus inefficaces à cause de l'intense brouillard qui les aveugle complètement. Pour autant, une fois la cible en vue et contre les avertissements de Loken, Horus se précipite à l'intérieur avec l'appui de 4 de ses compagnies, laissant les autres à l'extérieur pour les couvrir. Mais à peine infiltrés au sein du croiseur, ce sont tous les hommes morts du gouverneur qui semblent se relever comme un seul homme avant de se précipiter sur les différents Astartes qui doivent réagir dans la précipitation pour éviter d'être submergés. À l'extérieur, il en va de même pour les escouades de Loken ou de Torgadon qui doivent faire face à des assauts incessants menés par des adversaires qui n'ont que faire de leur armement, ce qui les conduit vite à avoir recours à leurs armes de corps à corps, telles que leurs légendaires épées tronçonneuses. À l'intérieur du croiseur, Horus se rapproche progressivement du centre de commandement, où il finit par trouver celui qui avait sûrement été l'ancien gouverneur. Mais celui-ci n'est désormais plus que l'ombre de l'ancien officier impérial. Celui-ci se précipite alors sur son nouvel adversaire, parvenant même à blesser le primarque grâce à une étrange épée, l'anathame de l'Interrex. Pour autant, et malgré ce coup qu'il a atteint à l'épaule, Horus parvient à se défaire de son adversaire qui, dans ses dernières paroles, s'excuse d'avoir succombé aux attraits du chaos. À l'extérieur, les hordes de zombies s'écroulent après que le maître de guerre ait détruit les machines qui les avaient ramenés à la vie. Une fois la bataille terminée, les Sons of Horus retrouvent leur seigneur blessé en pleurs aux côtés du cadavre du gouverneur. Mais alors qu'ils le conduisent à l'extérieur du navire, celui-ci s'effondre sans un seul mot. La peur et la panique s'emparent alors de tous les Astartes présents. Les différents capitaines du Mournival se précipitent au secours de leur primarque, refusant qu'il puisse lui arriver malheur. Une navette est rapidement dépêchée pour le ramener à bord du Vengeful Spirit, au sein duquel la panique s'est également rapidement propagée. Si bien que dans la hâte de conduire leur seigneur auprès des apothicaires, les membres du Mournival ont littéralement dû tailler leur propre chemin pour conduire leur primarque à bon port, ce qui coûte la vie à plusieurs dizaines de personnes. Une fois rendus à l'infirmerie, les apothicaires se montrent incapables de combattre les toxines qui accablent leur commandant. Celui-ci livre dès lors ses dernières paroles à son itératrice, tandis que Loken et Torgadon se précipitent de nouveau sur Davin afin d'y retrouver l'arme qui a pu blesser leur primarque, dans l'espoir que les apothicaires puissent l'étudier afin de découvrir quel genre de mal était en mesure de condamner à mort un surhomme tel qu'Horus. Ce qui permet ainsi à Loken de mettre la main sur l'anathame, une arme qu'il avait pu observer sur Xenobia. Garviel comprend dès lors l'implication d'Erebus dans ce vaste complot. Malheureusement, pendant leur absence, la loge guerrière se réunit de nouveau et sous l'impulsion d'Erebus, ils conviennent d'un accord pour confier le corps de leur primarque agonisant à la loge du serpent qui se trouve sur Davin, où il est dit que leur magie occulte pourrait être à même de guérir le maître de guerre. Et bien que certains membres comme Aximandre s'inquiètent d'en être réduits à avoir recours à ce que certains qualifient de magie,
Ce qui est contraire à la vérité impériale, la peur de perdre leur primarque l'emporte sur leur raison et les fait s'accorder sur la proposition d'Erebus. De retour sur Davin, la loge conduit leur seigneur au sein du temple où elle le confie aux soins des rituels étranges vantés par Erebus. Loken et Tariq de leur côté arrivent trop tard pour empêcher cette hérésie, tandis qu'Abaddon et Aximande leur refusent d'approcher plus encore. La division du Mournival est dès lors scellée, en même temps que les portes qui renferment le primarque préféré de l'empereur, alors que celui-ci s'apprête à faire face à l'épreuve la plus difficile de toute sa vie. Il s'agit désormais de vivre ou de mourir, mais la victoire du maître de guerre pourrait au final s'avérer beaucoup plus dramatique que son trépas.